Bienvenue dans cette nouvelle édition de Droit de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM, la radio francophone communautaire de Toronto. Divertissante et éducative, Droit de réponse 105.1 a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat au féminin et d'entrepreneuriat francophone au féminin en particulier, avec nos panélistes très inspirantes que l'on a eu la chance de découvrir dans la première émission Entreprendre en tant qu'immigré. On va faire un petit tour de table rapide. Je donne la parole à Géraldine du CCO. Bonjour Géraldine. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, puisque Guillaume est là. Moi, je suis Géraldine, je travaille au sein du CCO à la direction, à la division du service de démarrage et de croissance des entreprises. J'ai une longue expérience en France et au Luxembourg, et puis j'ai rejoint le CCO au début de ce mois de septembre. Voilà. Bienvenue et merci Géraldine d'être avec nous. Gabriela Cassineanu est avec nous également de nouveau. Bonjour Gabriela. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis une coach professionnelle formatrice. Je suis aussi la fondatrice du Introverts Academy. C'est une plateforme où on donne des cours en ligne, du coaching. On a plusieurs ressources pour les individus et aussi pour les organisations. Et en plus de ça, je travaille avec une organisation sans but lucratif qui aime les femmes entrepreneurs. Ça s'appelle PARO, PARO.ca. Et si j'aurai l'occasion, je vais vous dire d'une option de financement qui est assez intéressante pour les femmes entrepreneurs aussi. Et c'est le but de l'émission, partager les connaissances, les ressources. Merci beaucoup, Gabriela. Darine Ben-Amara est avec nous également de The Smart Woman. Bonjour, Darine. Bonjour, donc effectivement, je suis la fondatrice de Smart Woman, une agence de consulting dédiée à amplifier la voix des femmes à des postes décisionnaires. Donc, je fais ce au niveau institutionnel et notamment au niveau individuel à travers de formations, un renforcement de capacité de leadership des femmes avec un focus sur le personal branding, le réseautage d'affaires et la visibilité. Nous avons également le plaisir d'accueillir autour de la table virtuelle Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour à tous, donc je suis Laurence Moulin-Vertueux, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et depuis l'année dernière, j'ai ouvert mon cabinet de consulting en immigration. Et en fait, j'aide les familles dans leur démarche administrative à venir au Canada afin d'obtenir leur visa, leur permis de travail, leur résidence permanente ou la citoyenneté. Et j'aide aussi les entreprises à recruter des travailleurs étrangers. Merci. Bienvenue Laurence. Et pour terminer avec nous, Alexandra Pinto. Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis agent hypothécaire et je suis en train également d'élargir mes lignes de service en étudiant le Financial Advisor. Bienvenue Alexandra. Dans la première partie de l'émission, on avait abordé la thématique d'entreprendre en tant qu'immigré et de nombreuses questions étaient restées en suspens. Je pense qu'on va pouvoir les aborder dans cette deuxième partie, plus spécifiquement consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Et pour co-animer cette émission, eh bien, qui de mieux qu'une femme, justement, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ma collègue Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie. Je crois que tu avais oublié quelqu'un dans la présentation, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui, donc il faut faire défi. On a oublié de présenter Francine, qui est avec nous également. Toutes mes excuses, Francine. Bonjour, Francine. Bonjour. Alors, Francine, je suis la fondatrice de Mothers to Daughters et notre entreprise à but non lucratif promeut le mentorat et le support aux nouveaux arrivants au travers de programmes et je suis très contente d'être là. Merci. Bienvenue à vous toutes, mesdames. Alors, d'après les recherches sur les entrepreneurs immigrants au Canada de septembre 2021 par Garnet Pico et Yuri Ostrowski, les
hommes immigrants restent 2 fois plus susceptibles de posséder une entreprise que les femmes immigrantes. Voilà qui ouvre peut-être des perspectives de débat et qui va nous faire réfléchir. Je vais passer le flambeau de l'animation à Nathalie pour une première série de questions pour briser un petit peu la glace. Nathalie? Alors oui, moi forcément, en tant que femme et immigrante au Canada, j'aurais des milliards de questions à vous. On va commencer par une question un peu plus simple, un peu plus générale. Quelles sont les premières difficultés qu'on peut rencontrer quand on arrive dans un pays nouveau comme le Canada et qu'on a envie de sa propre entreprise? Les premières difficultés, qui voudraient prendre la parole? Tout d'abord Francine, puis Darine. Alors, très bonne question, elle est très pertinente. Je vais commencer par les problèmes de langage. Encore, on est au Canada, mais le Canada est beaucoup plus anglophone. Donc, c'est généralement l'un des plus gros défis en tant qu'immigrant. Et ce qui détermine parfois le succès, c'est vraiment de s'y mettre dès qu'on arrive, au lieu d'observer, mais être proactif, en fait. C'est l'un des défis que j'ai vu en tant qu'immigrant quand je commençais, et même dans l'entrepreneuriat, c'est une barrière qui amène les gens à être inconfortables pour s'exprimer, pour articuler ce qu'ils veulent vraiment. Et je pense que c'est l'un des défis majeurs. Je sais que Darine, dans l'autre émission, elle parlait également de éducation financière. C'est également un problème qui amène souvent des gens à ne pas se sentir forcément imprégné dans la culture, et ça peut prendre du temps d'acquérir ces notions. Donc encore, pour éviter ces échecs, il faut vraiment déjà connaître que ça pourrait être un défi et être proactif dès qu'on immigre au Canada. Je passe la parole à Darine Benamara. Oui, donc je pense une des principales et des premières plutôt difficultés, c'est de comprendre. Alors, moi, j'ai une connexion qui ne marche pas très bien. Je sais. Pardon. Excusez-moi, j'ai une connexion qui ne marche pas très, très bien ici. Donc, je me permets de couper et de rebondir juste rapidement sur ce que Francine disait. D'arrière financière, et tu reviens justement de rebondir là-dessus, Francine. On parlait de crédit score dans la première partie de cette émission. C'est un thème qui, habitant au Canada depuis quelques temps, on est familier tous avec ça, mais est-ce que vous pourriez peut-être donner une définition peut-être un peu générale du terme crédit score pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui sont peut-être pas très familiers justement avec ce terme? Bien sûr, Nathalie. Lorsque je suis arrivée au Canada, après mes études, j'ai commencé à travailler à la banque. Donc voilà, j'ai été très exposée à ce que veut dire un score de crédit. Et en termes simples, c'est vraiment l'historique de votre solvabilité en tant que personne, en tant qu'individu, pour pouvoir encourager des corporations ou même des corporations à vous faire confiance en ce qui concerne des demandes de fonds ou même des demandes de services comme Bell, des services téléphoniques, en effet. Donc, le score de crédit, c'est comment dire, c'est au-delà de demander un prêt à la banque. C'est vraiment quelque chose c'est comme une identité financière. Comment vous avez accès, la personne qui a votre score de crédit a accès à votre historique, a accès à votre profil, et un peu comme un profil d'investisseur, c'est vraiment votre profil financier, qui vous êtes, quels sont les produits financiers auxquels vous avez accès, et comment est votre tendance de paiement ou de repaiement. Alors, merci pour cette définition. Pour ces précisions, Francine. C'est vrai que le terme score de crédit, quand on n'a pas compliqué. On écoute peut-être Darine qui a également levé la main. Oui, donc c'était par rapport aux premières difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance en entrepreneuriat, c'est de comprendre la culture des affaires. Il y a une culture des affaires. Et par exemple, d'un pays à un autre, mais ici au Canada, d'une province à une autre, la culture des affaires n'est pas la même. Donc,
il y a cette compréhension-là qui est essentielle de façon à pouvoir nouer les bons réseaux, nouer les bonnes relations et faire les bonnes choses, en fait. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, la meilleure idée du monde, si vous ne vous introduisez pas dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat, avec la bonne approche, en fait, en termes de sensibilité culturelle, ça ne marchera pas. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, qui n'est pas souvent évoqué quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la visibilité des femmes. C'est pour ça que j'ai décidé, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé aussi de me consacrer à ça à travers mon entreprise, c'est que les femmes représentent 16% du corps de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises au Canada, d'accord? Ce qui est très, très minime. La plupart aussi, une grande portion est consacrée aux femmes immigrantes. Mais encore, la question de la visibilité, je ne parle pas de la visibilité de l'entreprise, je parle de la visibilité de la personne, du fondateur de l'entreprise est essentielle. Parce que quand vous allez rencontrer les gens vont vous googler. Les gens vont regarder votre profil LinkedIn, les gens vont regarder quelle est votre visibilité sur Internet. Et souvent, et on le fait chacun d'entre nous, c'est normal, c'est monnaie courante de nos jours, si les informations qu'on voit sur vous sur Internet ne nous donnent pas assez de détails ou ne nous donnent pas une expérience positive, ça peut avoir un impact négatif sur le développement de votre entreprise. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. Ce n'est pas une chose à laquelle on pense forcément au début. On va plutôt se concentrer sur le marketing de l'entreprise et tout ça. Mais à la fin, alors je vais le dire en anglais, je m'excuse, mais people do business with people, d'accord? Donc, c'est vraiment de vous mettre en avant, de présenter qui vous êtes, votre projet, le pourquoi, du comment, parce que c'est en construisant votre facteur d'appréciation et votre réputation que les gens, en fait, seront mieux amenés à faire du business avec vous et plus facilement aussi. Mais ça, on ne le dit pas, on ne le sait pas, on n'apprend pas à l'école, on ne le dit nulle part, c'est avec l'expérience et des fois, c'est trop tard. Donc, vraiment, d'entrée de jeu, pensez à ces aspects-là. Alexandra Pinto maintenant. Oui, donc, moi, je souhaiterais partager mon expérience également. Donc, je rejoins Darine et Francine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes. Et surtout, quand j'ai commencé agent hypothécaire, j'étais vraiment toute seule. Je travaillais à la maison, je me dis, OK, tout ce que tu as à faire, call calling avec les agents immobiliers et ensuite essayer d'avoir justement cette liaison, en fait. Malheureusement, toute seule, on ne peut pas y arriver. Non. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, s'entourer des bonnes personnes, trouver un mentor qui nous guide, en fait, qui nous guide à persévérer et également à nous améliorer. Et ça, c'est depuis que j'ai un mentor, à partir de là, je me sens beaucoup plus confiance en moi-même. Et il y a également, je me sens plus tout seul, je suis supportée, j'ai une personne qui est derrière moi et qui me guide, en fait. Et je suis vraiment une personne qui est très introvertie. Alors, pour moi, pour pouvoir avoir un contact avec une personne, pour moi, c'est très difficile. Même si j'avais de l'expérience en France, ici, mais il faut le faire ici en anglais. Et donc, la communication qui est vraiment très importante aussi. Donc pour moi, j'ai vraiment eu du mal. Vraiment du mal à pouvoir être là, comme tu disais également, Darine, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, c'est super important. Parce que, justement, moi, je travaille également avec les familles qui veulent également acquérir une première achat immobilier. Et donc, c'est vraiment un service à la personne. Et donc, si on n'est pas là, si on est timide, si on ne fait pas de posts, si on ne fait pas de vidéos, comment on dit, OK, qui est Alexandra finalement? Et donc, et ça, c'est super important. Et c'est justement avec le mentor qui va nous aider en disant, OK, il faut que tu fasses ça, il faut que… Et grâce, justement, je suis… avec ce mentor, en fait, je suis prête à être inconfortable pour après être dans le futur confortable. Et donc, et ça, c'est un grand pas parce que pour moi, c'est très difficile. Même maintenant, j'ai encore des difficultés, mais je sais que bon, bah, il faut absolument que je sois là pour pouvoir justement me dire Alexandra est là et pour offrir mes services, pour avoir des clients, pour avoir des contrats, pour avoir tout ce genre de choses. Donc,
Et j'ai un peu parlé beaucoup, en fait. Merci beaucoup pour ce partage très inspirant. Je vois beaucoup de mains qui applaudissent, Alexandra. On parlait de l'importance du mentorat et d'entreprendre lorsque l'on est introverti. Alors, la transition est toute trouvée. Je vais donner la parole à Gabriela maintenant. Merci beaucoup. Je veux ajouter par rapport à ce que Darine, je me rappelle pas, Alexandra, ce qu'ils disent. À part de la culture d'affaires, il y a aussi la culture personnelle, la culture de la famille où on a vécu, on a grandi, la culture de notre pays. Et si ça, c'est un conflit avec la culture d'affaires qu'on voit ici, ça, c'est encore un grand défi à surmonter. Et surtout pour les femmes, la plupart des femmes ont vécu, ont grandi dans une culture qui dit à toi, tu dois garder la famille, toi, tu dois faire des choses à la famille, pas être une femme d'affaires. Donc, il y a plein de défis de ce côté-là qu'on doit surmonter en tant que femme d'affaires. Tu peux même avoir des problèmes avec les amis et ta famille qui ne sont pas d'accord avec toi, te lancer en affaires. Donc, il y a plein d'aspects à quoi on doit réfléchir. Et si on n'a pas vraiment motivé à démarrer cette entreprise et à grandir cette entreprise-là, on peut échouer juste par rapport à cette différence entre culture d'affaires et notre propre culture. Et par rapport aux personnes introverties, moi j'ai été comme Alexandra au début, je ne voulais pas me mettre sur les médias sociaux, mais j'ai commencé au fur et à mesure à me mettre de temps en temps et j'ai vu que la réaction était positive, donc ça m'a encouragée d'être un peu plus active, encore plus. Et maintenant, je vois que l'aspect des médias sociaux, par exemple, l'aspect de visibilité, peut arriver avant de nous. Ce qui est important pour un introverti, parce que les gens peuvent faire la recherche sur Internet, voir qu'est-ce que je fais, et quand j'arrive à les contacter, ils savent quelque chose sur moi. Je n'ai pas besoin de me présenter, de me dire, voilà, je suis la meilleure personne pour toi. Donc, il y a des choses que même nous, les introvertis, on peut faire pour nous lancer et avancer dans notre carrière d'affaires. Et il y a plein de choses, d'aspects positifs que nous, on a, les introvertis, aspects de personnalité. Si on sait comment les utiliser, ça devient même plus facile. Donc, il y a un processus aussi de self-reflection, self-growth, de développement personnel qu'on doit faire quand on se lance en affaires et quand on veut évoluer pour avoir plus de succès. Merci Gabriela. Alors, on va passer à Laurence, puis Géraldine, et ensuite Nathalie va poursuivre le fil des questions. Non, il y a tellement de bonnes choses qui ont été dites depuis que j'ai demandé à prendre la parole et ça me touche vraiment encore parce que à la base, c'est vrai ce que je voulais rajouter qui pouvait être un obstacle et en même temps qui devient une force. En fait, c'est notre état d'esprit, notre mindset qu'on doit en fait faire évoluer et faire changer parce qu'on doit complètement sortir de sa zone de confort. Déjà en se lançant dans l'entrepreneuriat, déjà, je pense que il faut déjà avoir un mindset, mais déjà en tant qu'immigrante et en étant une femme, je trouve que ça a deux autres, j'allais pas dire obstacles parce qu'au final, ça devient une force. Mais c'est ça, déjà en étant immigrante, on a déjà tout lâché dans notre pays d'origine pour venir ici, tout recommencer à zéro. Et puis des fois, c'est vrai, quand on a peur de se lancer, ben, c'est le moment en fait justement de se remémorer et de se dire, on a déjà fait un énorme challenge, on a déjà surmonté tellement en se réinstallant. Et donc, du coup, est-ce que là, on est prêt à se relancer dans une nouvelle aventure? Et c'est là, en fait, on se dit, bon, bah, est-ce qu'on fait tout seul ou est-ce que j'ai besoin d'autres piliers pour m'aider, en fait, à tout bâtir? Et donc, il y a ça que je dirais. Et l'autre chose aussi, quand Alexandra a parlé qu'on est le service à la personne et qu'on doit se montrer, et Darine parlait de la visibilité, bah, ça aussi, c'est vrai que c'est une grande chose, en fait, à prendre en compte parce que des fois, on est dans sa bulle, dans son idée, dans son projet. Et oui, on a l'idée, mais si au final, personne ne nous connaît ou si on a peur de se montrer, bah, au final, on ne va pas avancer. Et puis après, ça peut être un cercle vicieux, c'est qu'on a peur de se montrer, on n'a pas de clients, on perd confiance en notre projet, on laisse tomber. Et en fait, je réalise, en fait, tout est lié, en fait.
Merci beaucoup, Laurence. Géraldine, tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au deuxième volet? En fait, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui est caractéristique comme différence entre l'entrepreneuriat féminin et masculin, c'est que la femme ne se fait pas assez confiance en général et que par conséquent, là encore, il faut, comme vient de le dire Laurence, travailler sur notre façon de nous présenter. Voilà, sans faire d'amalgame malheureux entre les hommes et les femmes. Un homme va beaucoup plus foncer, va beaucoup plus être spontané et ne pas forcément réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Voilà, une femme, quand elle prend une décision, elle s'est posé 25 questions dans sa tête et quand elle a obtenu satisfaction sur ces 25 questions, elle arrive à se lancer. Donc là encore, c'est une différence de fonctionnement tout simplement qui nécessite de... Il y a beaucoup de qualités et chez l'homme et chez la femme et chacun doit travailler sur ses qualités pour y arriver. La femme a beaucoup de choses à dire, elle met quand même beaucoup plus de temps à décider, mais elle est plus sur l'humain, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, tout ça va lui permettre de bien ficeler son projet et de bien démarrer. Alors, moi, justement, Géraldine a pris un petit peu la tangente sur ce que j'allais dire ensuite, des différences, justement, qu'il existe entre les hommes. Donc, je viens d'écouter et d'entendre ce que tu disais. Donc, en général, c'est vrai que les femmes ont cette tendance, désolée Guillaume, de réfléchir un petit peu plus, c'est vrai, avant de prendre des décisions. Mais je me demandais également s'il y avait d'autres différences qui existaient réellement entre les hommes et les femmes quand on cherche à lancer son entreprise et de créer des organismes pour tendre la main à ces femmes entrepreneurs. Il n'y a pas forcément d'entité, ou en tout cas, ça engendre moins ce côté solidarité, comme on a par exemple entre femmes, à se dire, OK, tu devrais aller voir cette association, elle s'occupe des femmes. Alors, du coup, voilà, je me demandais pourquoi encore en 2022, on avait encore besoin justement d'aider ces femmes quand on parle de lancer son entreprise, les différences entre elles et les femmes. Darine. Darine qui a toujours son micro éteint. Pardon. Oui, donc si j'ai bien compris la question, parce que ça a coupé à plusieurs reprises, c'était de voir s'il y a des différences notoires entre les hommes et les femmes quand il s'agit de se lancer en entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce on a encore besoin au jour d'aujourd'hui de programmes pour les femmes? Je ne pense pas que les femmes aient des besoins en particulier plus que les hommes. D'accord. Effectivement, il y a des différences qui ont déjà été mentionnées, notamment Géraldine l'a mentionné, Laurence aussi, sur le mindset, où voilà, il faut qu'on ait 100% des cases cochées avant de se lancer, qu'il y a cette remise en question qui peut nous ralentir, nous freiner. Mais je pense que au-delà de regarder quelles sont les différences chez les hommes et les femmes, je pense qu'il est important aussi de se poser la question, quelle est la différence de traitement? C'est-à-dire que, et au jour d'aujourd'hui, même au Canada, et les études sont là et le montrent, l'accès au financement est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. C'est une réalité. Je n'ai pas les pourcentages exacts en tête, mais on représente, nous les femmes, qu'une toute petite proportion des emprunts qui sont alloués aux entrepreneurs. Donc, je pense que il y a des deux côtés, en fait, du côté institutionnel et du côté individuel à voir. C'est que aussi en étant femme, le fait de savoir que j'ai 7 fois moins de chances d'avoir accès à un financement pour lancer mon entreprise, est-ce que ça ne va pas être pris en considération dans ma décision de me lancer ou pas? Un autre facteur aussi qui a été mentionné, Gabriella, dans cette différence qui affecte peut-être plus les femmes que les hommes, c'est le coût social. Il y a un coût social réel qui est souvent occulté, mais qui existe, qui a son poids sur le fait que les femmes se lancent en entrepreneuriat. Et après, c'est au niveau individuel, vraiment, je pense que c'est une question de personnalité.
je pense plus qu'au jour d'aujourd'hui, honnêtement, une femme qui veut se lancer en entrepreneuriat, qui sait ce qu'elle fait, qui sait pourquoi elle le fait, elle fera. Une personne, que ce soit un homme ou une femme, le fera. Peut-être la prise de risque chez la femme va être moins importante, ce qui fait que peut-être l'échec à moyen et long terme va être un peu plus petit ou affaibli du fait que les risques qui sont pris de par les femmes sont plus petits ou plus mesurés, je devrais dire, plus mesurés que les risques pris par les hommes. Mais autrement, je pense que se lancer en affaires, c'est difficile et qu'on soit homme ou femme, il y a des besoins, il y a des soutiens qui sont nécessaires. Et après, c'est une question de volonté et du travail en fait qui est mis dedans. Merci beaucoup, Darine. Est-ce qu'il y a une autre main de levée? Francine, the Mothers to Daughters. Oui, j'aimerais juste rajouter à ce que Darine vient de partager, que c'est très important également de penser au côté où est-ce que la personne a grandi, parce que les habitudes qu'on a, en plus d'être immigrants dans un nouveau pays, il y a également le système de support, une fois de plus. Les personnes autour de nous, comment elles nous encouragent en tant que femmes d'utiliser notre dynamisme ou prise de risque. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu ou j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'hommes. Donc, j'ai été élevée en sachant que je pouvais accomplir ce que je voulais. Il n'y avait jamais d'obstacle. Donc, en ce qui concerne la prise de risque et la confiance, il y a toujours eu, une certitude par rapport aux capacités ou au succès que je pourrais atteindre. Donc, en venant au Canada, je me suis jamais victimisée d'une certaine manière par rapport à tout ce que je pouvais entreprendre. C'est souvent important, on n'en parle pas assez, mais les femmes, je pense que quand je fais des comparaisons personnelles, généralement, quand il y a un homme dans la famille, même au niveau de mes amis, j'ai toujours l'impression que ma copine, elle va se mettre derrière. Elle va se dire, oh oui, je peux, mais mon frère, il peut un peu plus. Donc, parce que dans le cocon familial, il y a une certaine prédisposition de ce qu'une femme peut faire, ce qu'un homme peut faire. Et je pense que ça nous affecte d'une manière inconsciente. Et c'est lorsqu'on est fait à des situations que ça se révèle, en fait. On ne le sait pas tant qu'on n'est pas devant ces situations. Donc, en tant que femme, je pense qu'il y a des défis d'un environnement à l'autre, dépendamment du support qu'on a et dépendamment de... Voilà, ça a un effet très, très, très important sur comment on réagit. C'est ma réalité et comme je vous dis, je l'observe dans mon cercle également. Merci Francine. Passons maintenant la parole à Alexandra Pinto. Donc moi, en fait, mon obstacle en tant que... En fait, c'est que je suis maman célibataire. Donc, d'un petit garçon de 7 ans. Et pour moi, c'est très difficile, on va dire, de combiner les deux, en fait. Sachant que les clients, ils sont là, c'est-à-dire qu'à partir de 5 heures jusqu'à 21 heures, on est toujours en relation avec les clients. Parce que, oui, effectivement, il y a des clients qui travaillent la nuit ou la journée, peu importe. Donc, et se combiner entre les deux, pour moi, c'est très difficile, en fait, oui. Parce qu'avant, quand j'ai travaillé en tant que salarié, j'avais ma routine. Je savais à quelle heure j'arrivais, à quelle heure je devais... je savais très bien que mes heures étaient cadrées. Maintenant, non. Maintenant, pas du tout. Donc, il faut également que je combine en fait avec les deux, que je fasse jouer. Ma famille est en France, donc je n'ai pas forcément de l'aide. Et donc, c'est pour moi un obstacle. Donc, maman célibataire, oui. Alors, j'en profite pour rebondir sur ce point très intéressant. Je pense qu'il est partagé par beaucoup de femmes entrepreneurs, qu'elles soient mères célibataires ou pas d'ailleurs, mais c'est encore plus difficile probablement en tant que mère célibataire. Comment concilier l'entrepreneuriat qui bien souvent prend énormément de temps, hein. On dit toujours qu'un ou une entrepreneur ne compte pas ses heures, surtout pendant les premières années de démarrage de l'entreprise.
et la vie familiale, tout simplement. Est-ce que vous avez peut-être des pistes, des réflexions sur cet aspect-là des choses? Laurence. Moi, c'est vrai que voilà, si je devrais résumer ça, c'est à la gestion du temps qui est complètement différente. Et je rejoins ce qu'Alexandra disait. Moi, en fait, au moment où j'ai eu ma licence qui m'autorisait à exercer, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et c'est vrai que c'est poser la question, j'ai ma licence, est-ce que je me lance tout de suite dans la promotion de mon entreprise? En sachant que je vais accoucher bientôt et après, on sait comment sont les premiers mois après l'accouchement au niveau de la fatigue émotionnelle, la fatigue physique. Donc, est-ce que je mets tout sur pause et j'attends et puis je m'y remets? Et puis finalement, j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je prends le risque parce que je vais pas attendre 1 an. Donc, je me suis quand même lancée. Mais c'est vrai qu'après, une fois que le bébé arrive, on est tiraillé entre ça. On a le business qui est considéré quand même comme un bébé et on a le vrai bébé qui est là et on se dit, bon, quelle est la priorité? Donc, les premiers mois, je me suis dit, bon, je me prends du temps pour moi. Et après, au bout de 2 mois, j'ai recommencé en fait à me dire, je ne peux pas mettre ça de côté. En fait, c'est horrible de se dire qu'on se sent tiraillé parce qu'on est passionné par les deux et qu'on n'a pas envie de faire un choix. Et à partir du moment où j'ai pris ma décision, je me remets à travailler. Et en fait, c'est qu'on réorganise toute sa journée par rapport à ça. Et effectivement, comme Alexandra disait, c'est plus comme quand on est salarié, on a des horaires fixes. En fait, on doit s'adapter parce que là aussi, c'est l'inconnu. On ne peut pas savoir à l'avance les heures à laquelle on va pouvoir travailler, se mettre dans les projets. Et donc, moi, en fait, j'ai fait tout simplement avec le flow. En fait, je me donnais quand même des objectifs au mois ou à la semaine que je découpais. Et je savais que si à la fin de la journée, j'avais au moins fait une tâche, je prenais ça quand même comme une mini-victoire. Et puis, au fur et à mesure où une fois, j'ai commencé à mieux m'adapter à ça, ça commence à mieux rouler. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ça, c'est que je me cale quelques heures par jour où je sais, je sais à quel moment l'enfant dort. Et là, je vais travailler sur le business. Je sais que les heures où mon mari est présent à la maison, il va pouvoir s'occuper des enfants. Mais c'est vrai que tout ce qui est gestion du temps, c'est quand même en fait quelque chose que je pense qui va se mettre en place au fur et à mesure et qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait. Il faut juste essayer de prendre des astuces par-ci, par-là, sans oublier en fait son bien-être mental non plus, parce qu'il ne faudrait pas aller au burn-out. Mais moi, c'est vrai que par rapport à ça, je dirais c'est ça, c'est qu'on prend au jour le jour tout en ayant en tête notre objectif final. En tant que jeune père de famille moi-même, mesdames qui êtes concernées, je tire mon chapeau parce que c'est particulièrement certainement un enjeu extrêmement difficile d'arriver à concilier le travail en tant qu'entrepreneur avec la vie de famille. Nathalie, on poursuit avec les questions sur cette émission spéciale entrepreneuriat au féminin sur Choc FM 105. Effectivement, j'espère que la connexion sera suffisamment bonne et que vous allez pouvoir m'entendre. Moi, j'avais une troisième question pour vous. C'était, avez-vous, pendant le processus de lancement de votre entreprise, été victime ou avoir été témoin de paroles ou d'actes sexistes à votre encontre parce que justement, vous étiez une femme qui se lançait peut-être dans un business qui est peut-être soit trop masculin ou de manière générale, un cliché tout bête de vous êtes une femme, vous n'êtes pas censée lancer une entreprise, vous êtes mieux à la maison, entre guillemets. La question du sexisme, les mentalités, on l'a dit tout à l'heure, ont peut-être progressé, mais ça reste parfois une réalité. Est-ce que vous avez des témoignages à nous partager? Oui, Darine. Oui, donc personnellement, je n'ai jamais eu à faire faire à ce genre de commentaires. Et c'est une très bonne chose. Je pense que la personne en face de moi n'apprécierait pas le retour. Mais par contre, j'ai été effectivement le témoin de sexisme vis-à-vis d'autres femmes entrepreneurs.
Et je vais vous donner un exemple concret parce que c'est un exemple qui m'a vraiment marqué. Lorsque j'étais directrice du programme de femmes d'entrepreneuriat des femmes, une de nos bénéficiaires a eu son business plan approuvé, a eu les financements approuvés et donc elle s'est rendue dans nos bureaux pour signer tous les documents. Et il s'est passé, donc on a parlé de coût social, mais je pense que le sexisme, ce n'est pas forcément des remarques de gens extérieurs, ça peut venir aussi de la famille. Et souvent, en premier, ça vient de la famille ou des proches. Et où elle est venue en pleurs et elle disait, je ne suis pas capable. Et donc, on ne comprenait pas parce qu'on avait fait tout ce cursus-là avec elle jusqu'à la finalisation du projet. Et elle nous expliquait non, parce que les hommes de ma famille m'ont dit que je n'étais pas capable de gérer une telle somme d'argent et que de toute façon, j'allais tout faire capoter parce que je suis une femme et que les femmes ne savent pas comment gérer l'argent. Et donc, le poids psychologique, en fait, que ça a eu sur cette jeune femme a été tellement lourd qu'elle a perdu toute confiance en elle et donc, en fait, elle a annulé son projet. Et alors, je ne veux pas qu'on pense que c'est un cas un peu extrême parce que ça arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on pense. Et juste des remarques comme « Ah, toi, tu veux faire ça » ou « Mais toi, parce que tu es une femme, si… » Bon, chacun a ses propres références culturelles, ses références sociales et tout. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il est vraiment important de parler de l'impact du poids psychologique que ça peut jouer, que ça peut avoir sur une femme et l'impact que ça peut avoir au développement de sa carrière et de son projet professionnel ou entrepreneurial. Merci beaucoup pour ces commentaires et ces témoignages, Darine. Nathalie, poursuivons avec ces questions passionnantes sur l'entrepreneuriat en tant que femme et on pourra ajouter peut-être en tant que femme immigrée. On a aussi des questions là-dessus tout à l'heure qui viendront. Oui, alors effectivement, ma prochaine question, c'est est-ce que vous, mesdames, vous avez eu peut-être l'expérience de lancer une entreprise dans votre pays d'origine et en quoi le faire ici, lancer une autre entreprise ou peut-être la même mais différente avec différents fondements ici, l'expérience a été différente. Voilà, en quoi cette expérience aurait pu être éventuellement différente si vous aviez déjà lancé votre entreprise dans votre pays d'origine? Les grandes différences dans l'entrepreneuriat entre différents pays, différents continents. Est-ce que vous avez des expériences, des retours d'expérience? Oui, je vois la main virtuelle de Géraldine se lever. Géraldine. Mais non, moi, je l'ai mentionné dans la précédente émission, j'ai ouvert ma structure. Alors, ce qu'on appelle une fiduciaire à Luxembourg, donc c'est de l'expertise comptable et du conseil stratégique. La barrière à laquelle j'aurais dû faire face si j'avais voulu ouvrir une entreprise ici, c'était les diplômes, tout simplement, puisqu'ici, on demande un CPA et que il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'expertise comptable que j'avais à Luxembourg et puis celui qui est demandé ici pour exercer. Donc, ça peut être une des barrières, le diplôme, la non-concordance entre les diplômes étrangers qu'on a pu obtenir et puis le diplôme canadien. Alors, merci Géraldine, et je rebondis sur ce que tu viens de dire pour poser une question directe à une de nos panélistes. Je crois que c'est Alexandra qui est la plus concernée, puisque je voudrais parler de cette question que je n'ai pas pu aborder dans la précédente émission. Il existe des obstacles importants auxquels les immigrantes formées à l'étranger, les immigrants pour ajouter, font face, comme l'exigence en matière d'expérience de travail au Canada lorsque ces personnes tentent d'obtenir un permis pour certaines professions et certains métiers réglementés, comme le droit, la comptabilité, l'architecture, le génie, l'électricité ou encore la plomberie. Là, c'est une citation que je reprends du site, tout simplement, du gouvernement du Canada, ou de l'Ontario plutôt, puisque le gouvernement de l'Ontario ajoute qu'il promet en fait un projet de loi pour assouplir finalement ces données. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est? Les métiers qui sont réglementés justement par des licences. Alexandra, je crois que tu es en train de passer ta licence en tant que conseiller,
licence Financial Advisor, comment est-ce qu'on dit ça en français? Conseiller financier? Conseiller Oui. financier? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet complexe? Alors, donc oui, effectivement, donc même en tant qu'agent hypothécaire, il faut également avoir une licence. Donc, pendant la pandémie, j'ai décidé de m'élargir et je voulais en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat et donc je me suis dit pourquoi pas dans l'immobilier. Et en fait, j'ai choisi agent hypothécaire. Agent hypothécaire qui me permettait justement de pouvoir aider les familles à vouloir, s'ils veulent s'installer, s'acheter leur première maison ou investir, peu importe dans l'immobilier. Et donc, la licence, en fait, ça m'a pris 6 mois. 6 mois. Et en fait, il fallait non, il fallait juste la payer, mais en fait, c'était également, fallait payer la licence, il faut également payer les cours, il faut, quand même, c'était un montant, c'était à peu près 2000 $. Et donc, pour agent hypothécaire, hein, je parle. Parce que pour Financial Advisor, c'est un peu moins. Et donc, et pareil, le Financial Advisor, c'est pareil, c'est des cours, c'est des modules, c'est pour pouvoir justement passer d'abord une certification et ensuite passer le licenciement avec Durham College. Et donc, et c'est en ligne également. Tout ça, je l'ai fait en ligne. Et donc, ça a été quand même un avantage, la pandémie, donc, qui nous a rendu justement cette possibilité d'avoir le Zoom meeting et d'avoir tout à apprendre également. Tout est en Zoom, que ce soit les professeurs, également l'examen. L'examen a été également en ligne. Donc, mais bon, généralement, ça m'a pris 6 mois pour agent hypothécaire. Se familiariser avec c'était en anglais. Donc, c'était un peu difficile de pouvoir comprendre les mots bien spécifiques de la finance et c'était vraiment très difficile. Alors, je rebondis, Alexandra, ça veut dire que les ressources n'existent pas en français pour ce type de licence professionnelle? Alors, si ça existait, mais ce n'était pas à ma disposition à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais avec une organisation, cette organisation m'a proposé uniquement en anglais. Et donc, pour la licence, là, par rapport à le conseiller financier, pareil, on m'a proposé également en français. J'ai choisi en anglais côté personnel parce que c'est pas pour que ça soit beaucoup plus difficile, c'est pas ça, mais c'est juste parce que je sais que je vais avoir des clients anglophones, donc je voulais me familiariser tout d'abord avant avec ces termes bien spécifiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre en anglais. Moi, je voulais rebondir justement sur le sujet et peut-être poser une question directement à Laurence, parce que je pense que ce serait peut-être elle la plus connectée, en tout cas la plus sur le sujet. On parlait tout à l'heure de ces différences de visa. Le fait de quand on est dans un désir d'entreprendre, il est mieux d'attendre le temps que notre situation administrative s'améliore et qu'on soit au minimum résident permanent. Justement, est-ce que ces licences, c'est peut-être diplôme qu'on a besoin de passer pour avoir ces passerelles en fait de notre diplôme de notre pays d'origine à celui du Canada? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justement passer et faire le temps justement que notre statut d'immigrant se soit changé, qu'on atteigne enfin le Graal de la résidence permanente? Oui, ça par contre, c'est un point qu'on peut mettre à notre avantage en tant que travailleur temporaire ou étudiant, par exemple, parce qu'il y a en fait, selon les métiers, il y a plusieurs corps de métiers et
Et en fait, oui, on peut demander à faire des équivalences. Par exemple, pour les électriciens, s'ils peuvent prouver, imaginons qu'ils ont de l'expérience ou qu'ils ont des diplômes, ils ont à contacter le corps des électriciens en Ontario parce que en plus d'avoir des équivalences, c'est pas seulement au niveau fédéral, c'est aussi par province. Donc ça, c'est une barrière en plus. Donc dès le début, il faut savoir où est-ce qu'on veut s'installer. Mais une fois sur place, oui, il faut payer les frais et il faut passer les examens. Mais en fait, selon certains corps de métier, on n'a pas besoin d'être ni résident permanent ni citoyen. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire avec son statut temporaire. Mais là encore, ça dépend vraiment des métiers. Donc, il faut faire ces recherches. Parce que, par exemple, pour être consultante en immigration, moi, je sais il fallait être résident permanent ou citoyen, mais je sais que, par exemple, électricien ou cuisinier, ça on n'a pas besoin. Alors, moi, j'avais une autre question très ouverte pour le coup. Plutôt, qui nous écoutent en ce moment et qui ont peut-être en secret, comme on le dit, des fois, c'est dur de s'avouer ou d'avouer à ses proches qu'on a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur, ou alors qui sont déjà bien avancés sur leur projet et qui nécessitent peut-être 3 conseils, mais voilà, quels seraient les conseils de façon générale que vous donneriez aux femmes qui ont décidé au Canada en tant qu'immigrantes? Alors, on élargit sur les bons conseils que vous voudriez donner à une femme entrepreneur qui voudrait se lancer ici dans la région, mesdames. Darine, encore une fois. Oui, si je parle trop, il faut me le dire, hein, mais c'est un Non, sujet qui me passionne. Ça fait plaisir. Et puis ensuite, on va donner la parole à plusieurs autres mains se sont levées juste après toi. D'accord, super. Je vais être brève. Je pense qu'il faut juste ne pas hésiter à se lancer. Souvent, on attend d'être prête, mais on n'est jamais prête. Ça n'existe pas d'être prête. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on attend que ça soit parfait, ça ne sera jamais parfait non plus. Donc, il faut, en fait, le plus tôt on se lance, le plus tôt on fait des erreurs, le plus rapidement on progresse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assimiler assez rapidement quand on se lance en entrepreneuriat. Parce que c'est à travers, on parlait d'échecs dans la première épisode, dans la première émission, mais en fait, alors on appelle ça échec, en anglais on appelle ça lessons learned, mais c'est à travers ces éléments-là que vous allez apprendre et finalement vous dévoiler et mieux comprendre comment ça fonctionne l'entrepreneuriat. On ne comprend pas comment fonctionne l'entrepreneuriat si on ne s'est pas tapé la tête contre les murs. Ça, c'est une vérité. Et la deuxième chose qui a été répétée plusieurs fois, déjà, c'est de vraiment vous entourer. Vous n'avez pas à le faire seul. Souvent, nous, les femmes, on veut tout faire toute seule parce que voilà, on veut montrer, on veut prouver qu'on sait et qu'on a cette capacité. Mais en fait, personne ne réussit seul. Ça aussi, c'est un mythe. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et ne pas hésiter à dire quand on ne sait pas ou quand on a besoin d'aide. Parce que c'est parce qu'on ne le fait pas qu'on va au burn-out le plus souvent. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, demandez de l'aide, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas. Et puis, lancez-vous, vous allez apprendre de toute façon au fur et à mesure. Merci pour ce discours inspirant, Darine. Je passe la parole à Gabriella. Merci beaucoup. J'ajoute à ce que Darine a dit, si tu as une idée qui te tient au cœur, si c'est une idée qui peut aider les autres, qui peut aider le monde, tu as la responsabilité de le mettre en place. Ce n'est pas juste ton idée, tu as eu cette idée-là parce qu'il y a une demande là. Donc, essaye de ne pas perdre la motivation parce qu'il y a plein de défis que tu vas rencontrer. Essaye de garder la motivation originale. Pourquoi tu as démarré cette entreprise? De temps en temps, reviens à cette idée originale pour te donner l'énergie, pour te donner de la motivation pour surmonter les défis qui vont arriver. Parce que tous les entrepreneurs ont des défis, mais ceux qui croient vraiment dans leurs idées, qui se mettent là-dedans et essaient d'avancer, même si ce n'est pas avec la vitesse qu'on veut, c'est un peu plus lentement que ce qu'on veut, tu peux toujours avancer si tu ne vas pas lâcher, si tu vas toujours continuer, tu vas essayer de t'entourer de gens qui vont dans la même direction. Parce que je vois souvent personnes qui démarrent une entreprise
il vient avec la mentalité d'un employé où tous les 2 semaines, tu reçois le chèque. Mais en tant qu'employeur, c'est toi qui dois faire des choses pour faire l'argent venir dans ton entreprise. Donc, c'est toute une autre mentalité que tu dois apprendre. Et c'est à toi de prendre ce cheminement-là et avancer. N'importe qui, c'est quoi autour de toi. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Toi, tu as une entreprise à construire. C'est ta chance de faire un impact dans le monde. C'est mon point en général. Merci Gabriela, j'aime cette notion de responsabilité lorsqu'on a une bonne idée de la transmettre au monde. Je passe la parole à Francine tout de suite. Merci Guillaume. Je vais rajouter à ce que Gabriela et Darine ont dit que c'est très important. La passion, c'est ce qui amène les gens à vouloir faire affaire avec nous. Donc, en tant que femme, c'est très, très important de bien l'articuler, de savoir et de lire son audience. Parce que ce soit en ce qui concerne la famille ou même les amis, ce seront probablement nos premiers clients. Donc, c'est très important de bâtir ce relationnel et d'avoir pour objectif de s'améliorer parce que la manière dont les amis ou la famille ont réagi va être différente des personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, le relationnel, c'est ce qui donne les affaires. Je pense que Darine l'a aussi mentionné, savoir parler aux gens, communiquer et un autre aspect, c'est une introspection qui va pouvoir amener en tant que personne de savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et d'y travailler parce que pour être une entrepreneur et avoir du succès, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, en fonction de ce qui sera partagé sur les faiblesses, il va falloir se dire, voilà ce qu'il va falloir que je fasse pour m'améliorer. Et c'est quelque chose qui va vraiment aider à avoir une résilience avant et après que le plan d'affaires soit lancé. Voilà. Garder la passion au cœur du projet, c'est aussi un très bon conseil. Merci beaucoup, Francine. Alexandra, maintenant. Donc, moi, mon conseil, c'est tout d'abord ne pas avoir peur de relever ces défis. Ne pas avoir peur également de partir de ta zone de confort pour être vraiment dans une zone vraiment d'inconfort. Et également ne pas avoir peur de tomber, d'échecs. Ça également, l'échec, on est obligé de passer par là pour pouvoir se relever. Ça, c'est sûr. C'est le plus important, c'est de se relever, en fait, de ces échecs. Et grâce à ces échecs, en fait, on apprend. Donc, et également de s'entourer de bonnes personnes. Comme disait Darine, oui, il faut poser des questions. Il ne faut jamais être seul. Alors là, non. Moi, c'est le seul conseil, le vrai conseil, c'est vraiment s'entourer des personnes qui sont là à vous aider, à vous améliorer, à persister dans ce que vous êtes en train d'achever, en fait. Et donc, et si on s'entoure de personnes qui ne comprennent pas, à la limite, bon, couper avec ces genres de personnes, et donc qui ne comprennent pas, qui n'ont pas vraiment la même mentalité que la vôtre, en fait. Donc, mais bon, en tout cas, ça, ce sont mes points, en fait. Sujet passionnant et on a déjà beaucoup parlé. Alors, pour conclure, je vais peut-être passer la parole à Laurence qui va ajouter quelque chose. Oui, alors je rejoins effectivement tout ce qui a déjà été dit, mais mon conseil serait vraiment, en fait, il ne faudrait pas que tout ce qui est question technique soit un obstacle parce que ça, il y aura toujours de l'aide sur ça. Et moi, en fait, je dirais vraiment, en fait, se concentrer sur soi-même, se faire confiance, vraiment oser sortir de sa coquille. Et pour tout ce qui est s'entourer, je confirme aussi, il faut s'entourer avec des gens qui nous motivent, mais pas seulement sugarcoat. Et il faut aussi que ce soit des gens qui osent nous dire les choses et nous aiguiller dans le bon chemin. Et la dernière chose aussi, je dirais, voilà, en fait, si on n'essaye pas, on ne saura jamais en fait l'impact qu'on peut avoir chez d'autres personnes.
Merci Laurence. Alors lancez-vous en entrepreneuriat au féminin. On parlait tout à l'heure hors antenne de certaines ressources qui existent et il y a comme une sorte de momentum en ce moment peut-être pour aider ici localement en Ontario les femmes entrepreneurs, en particulier les femmes francophones. Je crois que certaines de ces ressources ont été mentionnées tout à l'heure hors antenne. Est-ce que vous voudriez peut-être en partager certaines pour conclure avec nos auditeurs et auditrices surtout? Alors moi, j'ai pu passer par deux organismes. Il y avait Oasis qui avait un programme tremplin qui aide à tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Et il y a aussi le MOFIF, c'est le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, qui aussi a un programme qui s'appelle Envol. Et là, par contre, c'est pour les femmes immigrantes francophones noires, parce que je sais que depuis les 2-3 dernières années, il y a des fonds qui ont été débloqués par le gouvernement pour aider à l'entrepreneuriat des personnes noires et dont MOFIF en a bénéficié. Donc voilà, ça sont les deux organismes que je connais et par qui je suis passée. Et Gabriella, tu veux rajouter d'autres ressources peut-être pour nos auditrices? Oui, il y a l'organisation paro.ca. C'est une organisation qui aime les femmes entrepreneurs en Ontario. Ils ont plusieurs services. Tu peux faire partie donc des programmes que Laurence a parlé et aussi être un client de cette organisation-là. Et parmi cette organisation, tu peux avoir accès à des fonds du gouvernement fédéral jusqu'à 50 000 $. Donc, les critères d'éligibilité sont assez flexibles et même ceux qui n'ont pas une bonne histoire de crédit peuvent appliquer à des fonds comme ça. Donc, il y a plus d'informations que l'organisation peut donner. Moi, je suis comme Business Growth Advisor dans le sud de l'Ontario. Donc, si les femmes de Toronto sont intéressées, peut-être ils vont nous mettre en contact, mais sinon, ils peuvent chercher sur le site du Paro parce qu'il y a plusieurs programmes. Ils ont même des programmes si vous avez déjà une organisation, une compagnie qui a déjà 50 000 $ dans les ventes. Il y a des programmes qui peuvent vous aider à aller à l'autre niveau, à 250 ou au million. Donc, c'est une organisation qui aime aider juste les femmes, c'est juste pour ça qu'ils ont créé. Et c'est une organisation bilingue, donc il y a des services en français aussi. Mesdames, un énorme merci d'avoir participé aujourd'hui à cette émission de notre série de droits de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM, consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. On a beaucoup parlé, mais je crois qu'on aurait pu encore faire de nombreuses émissions sur le sujet. On essaiera de partager avec nos auditrices un certain nombre des ressources qui ont été mentionnées au cours de cette émission. Il nous reste à vous saluer, à vous remercier, à vous souhaiter bonne chance et tout le succès que vous méritez dans vos entreprises. Et encore une fois, je pense que le mot d'ordre qui ressort de cette émission, c'est qu'il faut se lancer le plus tôt possible. Lorsque l'on a une bonne idée, il faut la partager, ne pas avoir peur de l'échec. Et de nombreuses ressources, effectivement, existent aujourd'hui, sont à votre disposition. Alors, lancez-vous et merci beaucoup. On reste sur les ondes de choc.